Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Appel la Patrie. Nous allons encore, le contexte l'exige, revenir sur ce que nous estimons être un débat crucial, un débat de souveraineté, mais aussi impératif pour la lutte que nous menons aujourd'hui dans notre pays, la refondation. Vous le savez, depuis le 26 juillet 2023 et depuis la naissance de l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui Confédération des États du Sahel, notre pays, comme d'ailleurs les autres membres de l'AES, est engagé dans un processus de refondation. La refondation est un chantier de dignité qui ne se construit pas seulement sur le terrain politique, ni militaire ou économique. La refondation se construit aussi sur le champ des idées, des mots et des récits. De nos jours, la guerre comme celle que nous menons aujourd'hui, est aussi communicationnelle, surtout face à un narratif impérialiste qui tente de déformer notre réalité, de discréditer nos choix souverains, nos dirigeants et que sais-je encore. Alors, face à ces officines impérialistes, quelle doit être la réponse des journalistes, de nos médias et autres faiseurs d'opinion? D'où le thème de notre émission d'aujourd'hui, guerre communicationnelle, comment combattre les narratifs impérialistes à l'ère de la refondation. Et pour faire le débat, je reçois sur ce plateau M. Moudi Moussa, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des journalistes, du réseau des journalistes de l'AIS, REJAES. Oui. Bienvenue dans l'Appel la Patrie. Merci, Adi. Je reçois également Ablaye Issaka, journaliste, président de l'association nigérienne, n'est-ce pas, des journalistes anti-corruption et membre aussi du REJAES. Bonsoir. Merci. Bienvenue dans l'Appel la Patrie. Merci. Alors, pour commencer, que signifie, Ablaye, exactement le terme narratif impérialiste dans le contexte actuel de notre pays? Merci déjà, Adine, pour cette opportunité que vous nous offrez sur l'appel à la patrie, de dire ce que nous pensons face au narratif impérialiste. Mais avant de dire un mot sur cette préoccupation générale, je voudrais saisir l'occasion vraiment pour remercier la RTN. On parle de narratif impérialiste et on voit bien que le travail au niveau de la RTN se fait vraiment en termes de déconstruction. Et nous sommes heureux, et nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut s'allier cet effort que la RTN est en train de faire, et nous remercions vivement, nous souhaitons vivement que cela puisse continuer et dans la même lancée de déconstruction. Alors, merci également à toi, Adine, pour ce énième numéro d'appel à la patrie. Je ne sais pas c'est lequelième, mais depuis bientôt 2 ans, vraiment, on voit ce qui est en train d'être fait et nous ne pourrons que vous féliciter. Merci. Alors, pour revenir au thème du débat, vous l'aviez dit, nous faisions face à une sorte de guerre communicationnelle. On nous oppose des récits impérialistes. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, nous devions comprendre que pour l'instant, l'information est devenue une arme. Et la vérité elle-même, elle est en train d'être démarchée. Et ce qui se passe, c'est qu'on nous impose des récits impérialistes, contraire à notre vision. On bloque l'émancipation de notre peuple. Alors, d'emblée, quand on observe c'est quoi cette guerre communicationnelle, on voit d'emblée qu'il y a une sorte de guerre asymétrique qu'on nous oppose. Une sorte de guerre asymétrique où on voit c'est les puissances étrangères, c'est les ONG internationales, c'est les organes, les médias transnationaux et autres, j'allais dire, autres perturbateurs à l'intérieur de nos 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, pour nous, nous savons qu'il y a cette guerre asymétrique
Au-delà de cette guerre asymétrique aussi, il y a une sorte de guerre, j'allais dire, une cyberguerre qu'on nous oppose. Parce qu'il y a la manipulation des outils informatiques, il y a les réseaux sociaux, des réseaux sociaux, une sorte de j'allais dire, la désinformation a pris le jour. On apporte une information qui est là, on propose autre chose pour perdre les gens, pour créer les conditions d'une confusion réelle. Et donc, au-delà donc des outils de transmission numérique là, mais il y a aussi cette guerre psychologique, cette guerre morale visant à décourager le peuple de l'AES, visant à créer les conditions pour qu'on puisse croire pour qu'on puisse délégitimer nos propres autorités. Ceux qui ont créé les conditions depuis le 26 juillet de l'émancipation de notre peuple, pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir déconstruire les récits qu'ils sont en train de nous proposer. Alors, c'est pour cela, comme vous le savez, notre structure, le réseau des journalistes de l'AES, je veux marcher sur les pas de Moody, et a créé les conditions pour que nous puissions finalement créer les conditions pour que nous puissions désintégrer, déconstruire ce narratif. Alors, comment on va faire? Nous avions proposé... Avant d'arriver à la déconstruction de ces narratifs, je vais poser la même question à M. Moody. Alors, que signifie exactement pour vous le terme narratif impérialiste dans notre contexte actuel? Oui, merci Adine. Je crois qu'en partie, Abdoulaye a évoqué un peu ce qu'il faut entendre par ce concept narratif impérialiste. Mais tout de suite, il faut d'abord se dire que le narratif impérialiste, quelque part, renvoie aussi, n'est-ce pas, à une sorte, disons, de construction idéologique, n'est-ce pas, par laquelle l'impérialisme cherche à légitimer, n'est-ce pas, sa domination sur les peuples dominés, en lui imposant un certain nombre de récits. Par exemple, pour la première fois, on apprend qu'il y a différence, par exemple, entre les coups d'État. Vous voyez, au Niger, quand il y a eu les événements libérateurs du 26 juillet 2023, tout de suite, ces médias, vu que c'est un coup d'État souverainiste, en tout cas un acte souverainiste de la part de nos forces de défense et de sécurité, ils se sont mis à présenter nos dirigeants, nos autorités comme étant des putschistes, relevant d'une junte, etc. Tous ces noms-là. Or, dans la même période, si vous vous rappelez, il y a eu les mêmes événements au Gabon, par exemple. Il faut citer les choses clairement. Au Gabon. Et là, au Gabon, on parle de changement de régime, un président, machin. Et tout de suite, le même, pendant qu'on est diabolisé, nous, nos dirigeants sont diabolisés de ce côté par l'Élysée, pendant la même période, à ce même moment, on voit que le tapis rouge est déroulé, par exemple, au président, un autre militaire aussi qui a pris le pouvoir au Gabon de l'autre côté. Donc, déjà de là, on comprend aisément qu'au niveau de l'AES, il y a une certaine stigmatisation vis-à-vis de l'autorité. Il faut clairement le dire parce que c'est la France qui s'est mise devant, en tout cas, tout ce combat contre nos autorités. Et la conséquence, vous l'avez tous suivi, c'était la suspension de certains médias mensonges, tels que RFI, si vous vous rappelez très bien, France 24, BBC, n'est-ce pas? Et pour le cas de RFI et France 24, pour vous dire que le narratif qu'ils nous imposent, c'est celui qu'ils veulent que nous, c'est ce qu'ils ont préparé pour nous, je veux dire, ce qui nous est destiné. Parce que, je ne sais pas si beaucoup le savent, vous savez que des radios telles que RFI, France 24 ne sont pas reçus en France. Les programmes qu'ils nous balancent là, c'est seulement à nous. Et même là, pour le cas du Niger, on dit RFI, donc là c'est la couverture Niger. Donc les informations qui vont passer au Niger ne sont pas celles qui passent, par exemple, dans un autre pays, je ne sais pas, au Mali ou ailleurs, et vice-versa. Donc chaque pays a son programme de désinformation, comment il faut façonner l'esprit, n'est-ce pas, des habitants, des populations de ces pays à travers leurs récits. Et c'est ces récits que nous appelons le récit impérialiste. Et il est absolument à combattre. Et c'est à ça que depuis le 26 juillet, les autorités du CNSP et même au-delà de l'AES
pratiquement, c'est à ça qu'ils se sont donc donnés. Et à notre niveau également, au niveau des journalistes, on a aussi très bien compris ce rôle. En tout cas, on s'est organisé. Dès les premiers mois suivant, on va même dire les premières semaines suivant les événements du 26, on s'est organisé, on a mis en place un réseau dont je suis donc le président et Abdullah est aussi un membre, plus les autres membres qui sont à l'intérieur du pays, au Mali aussi et au Burkina. Donc on avait mis ce réseau-là avec pour mandat justement de nous donner aussi cette mission de déconstruire, voilà, cette mission de déconstruction de ces mêmes narratifs justement, vous avez déjà expliqué comment se manifestent ces récits narratifs impérialistes. Alors, quel rôle les médias traditionnels et numériques jouent-ils dans la diffusion de ces narratifs impérialistes? Bon, le rôle, c'est ça. Vous l'avez un peu expliqué au Absolument, on l'a expliqué, mais aussi, parce qu'on a eu des cas. Aujourd'hui, face à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut en tout cas des outils. Il faut qu'on se forme. Et ça, les États, les gouvernements respectifs de nos États de l'AES doivent comprendre cela. Il faut investir dans les médias locaux, les médias traditionnels, qu'ils soient en tout cas radio, télé, les réseaux sociaux, la presse écrite, etc. On doit en tout cas investir, n'est-ce pas, dans ces médias à travers la formation des agents qui y travaillent, mais aussi créer les conditions, n'est-ce pas, de rendre accessibles les informations publiques. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est face à l'absence de sources crédibles. Les gens s'adonnent à du tout, n'importe quoi. Les médias, parce qu'on dit la nature a horreur du vide. Alors, ces médias impérialistes, déjà, ils ont leur agenda qui est déjà clairement connu. C'est celui de procéder par la désinformation pour opposer, n'est-ce pas, les dirigeants des administrés, des dirigés, et aussi s'aimer la psychose quelque part dans l'esprit collectif. N'est-ce pas, en cas d'attaque, par exemple, vous les entendez, il y a eu ceci, machin, et ils sont les premiers. Vous allez voir sur les plateaux des chaînes, certaines chaînes internationales, dès qu'il y a une attaque, c'est eux qui sont les premiers et qui sont à des milliers de kilomètres de nous, c'est eux les premiers à avoir, n'est-ce pas, les éléments sur ces attaques-là et qui les diffusent avec des analyses et avec une précision, en tout cas, qui sort de l'ordinaire, comme on dit. Okay? Et donc, ça, qu'est-ce que nous devons faire en tant que médias? C'est de nous organiser d'abord, parce qu'on a vu l'enjeu, il est de taille, la désinformation, on dit Zoman Zamani Agamashi de Karan Zamani, n'est-ce pas? Donc, c'est à nous de savoir que nous devons, face à ce récit, n'est-ce pas, nous engager dans la déconstruction. Et au niveau du réseau des journalistes de l'AES, ça, on a déjà pris de l'avance. Je vous l'avais dit la dernière fois lors de mon passage sur ce même plateau, que nous avons un plan d'action, n'est-ce pas, sur la déconstruction du narratif impérialiste et le discours, n'est-ce pas, haineux, le discours tendancieux qui a pour but, n'est-ce pas, d'opposer les dirigeants, comme je l'ai dit, de diriger, mais aussi, n'est-ce pas, de s'aimer la psychose dans la conscience collective. Donc vraiment, c'est à cette mission que les médias doivent s'atteler, celle donc de déconstruire. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois à travers les séances, les séries de reportages, des débats, face en tout cas à des sujets qu'on pense être utiles, n'est-ce pas, pour éclairer la lanterne de l'opinion. Et c'est de multiplier surtout ces... Alors, vous avez parlé d'un plan de communication dont vous disposez. Alors, est-ce que vous avez les moyens nécessaires, ne serait-ce qu'endogènes, pour mener à bien ce plan de communication? Oui, les moyens, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens, parce que dès lors que les idées sont là et qu'elles ont été approuvées d'abord à notre niveau, au niveau des professionnels des médias du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Face à l'enjeu, on s'est mis ensemble, on a décidé, on a réfléchi mûrement et on a proposé ce plan. Alors maintenant, pour la mise en œuvre, effectivement, avant-hier, à l'occasion de la célébration de la journée de l'an 1, j'allais dire, de la Confédération AES, on a eu des échanges très fructueux, je peux dire, avec, comment il s'appelle, le président
du Comité national pour l'opérationnalisation, n'est-ce pas, de la Confédération AES. Et il nous a pris l'engagement, le ferme engagement, qu'il va en tout cas peser de tout son poids pour voir notre plan d'action en tout cas se matérialiser. Et puis bon, il s'est aussi porté garant de porter surtout enfin, je ne dirais pas revendications, mais quand même toutes les préoccupations que nous avons soulevées, notamment l'aide à apporter aux médias pour nous aider nous-mêmes, parce que nous sommes, il faut le dire, pour la plupart relevant des médias souvent privés, soi-disant dits privés, parce que je n'aime pas trop l'expression médias privés, j'aime plutôt qu'on dise médias indépendants. Donc maintenant, comment appuyer ces médias? La dernière fois au Mali, au Burkina, c'est qu'une très bonne chose aussi qu'on a salué, c'était la subvention accordée aux médias privés au titre, bon, nous ici on appelle ça le fonds d'aide à la presse. Au Niger, depuis 2018, ce fonds a cessé en tout cas d'être octroyé directement aux médias. Mais au Burkina, on a vu que quand même, ils ont fait un geste louable en consentant, comment on appelle ça, une aide de l'ordre de 320 millions de francs CFA aux médias privés. Et ça, c'est sûr que ça va aux médias privés. Médias indépendants. Indépendants. Voilà, bon, il faut parler comme le jargon. Sinon, c'est aux médias indépendants. Donc 320 millions. Et c'est pour ça, ici, pour nous aider également à être dans cette danse, dans cette posture, en tout cas lancée, de pouvoir aussi accompagner efficacement, comme on a les idées, en tout cas le processus de refondation, nous avions formulé, n'est-ce pas, la demande aussi que la mise en place, par exemple, de l'Observatoire national de la communication pour le cas du Niger soit accélérée. Parce qu'une fois que cet observatoire-là, cet organe-là va être installé, il y a beaucoup de problèmes qui vont être réglés, notamment le problème de viabilité des médias, le problème de régulation médiatique, le problème même de certaines petites difficultés qu'on rencontre avec certains journalistes, notamment avec le changement du contexte. Tout ça, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait un cadre, un organe qui puisse s'en occuper. Et nous pensons que c'est ça l'ONC, parce qu'aux assises, il a été décidé, n'est-ce pas, de retenir parmi les organes devant animer la refondation et aussi l'ONC. Alors donc maintenant, c'est ça l'accélération qu'on souhaite de sa mise en œuvre, et on pense de sa mise en place du moins, et on pense qu'une fois qu'elle sera installée, du moins cet observatoire, beaucoup de problèmes seront réglés, Inch'Allah. Alors Ablaye, selon vous, quelles stratégies spécifiques peuvent être mises en place pour combattre les narratifs impérialistes? Très bien. Bon, déjà, j'ai dit, on l'a dit dès au départ, que l'information est devenue une arme. Donc, nous, au niveau du réseau des journalistes de l'ALES, lors de notre symposium qu'on a tenu à Mahatma Gandhi les 25 et 26 novembre dernier, et nous avons décidé désormais de créer les conditions. Nous avons décidé à ce que nous créons désormais les conditions pour qu'on mette de côté le narratif impérialiste. En quoi faisant? Nous avons dit que désormais, il faut un changement de paradigme. Il faut créer les conditions pour changer de standard journalistique. Nous avons dit qu'il faut faire le journalisme autrement. Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, depuis un certain temps, le narratif a pris le devant. Le narratif impérialiste a pris le devant. Nos confrères ne savent plus comment eux-mêmes traiter l'actualité dans le sens qu'il faut pour nous-mêmes. Parce que, dans le contexte actuel. Oui, dans le contexte actuel, le standard auparavant. On ne tient pas compte de certaines règles fondamentales de l'exercice du journalisme. Par exemple, sur les fondamentaux, on parle de la règle du puni. Pour traiter d'une information, il faut la choisir. Il faut choisir une information de proximité, le P. Le U, l'utilité. Il faut que l'information soit utile pour nous. Mais qu'il y ait de la nouveauté dans ce qu'on est en train de faire. Parler des étapes de l'émancipation de l'AES. Oui, et on avait dit qu'il faut qu'il y ait de l'intérêt à agir, à présenter une information. Quand une information est inutile,
autant ne pas la présenter. Ouais. Quand elle n'est pas utile pour le pays, pourquoi la présenter? Donc vous avez vu, nous on a dit qu'on va aller sur les fondamentaux. On va parler des richesses de l'AES. On va parler de la progression de l'AES. Et donc c'est pour cela que nous nous sommes dit que, puisqu'il y a des narratifs, et les narratifs, ceux qui les produisent, ce sont les journalistes experts. Oui, les journalistes qui ont une certaine capacité à créer une sorte de confusion, à créer les conditions pour qu'on puisse dire que ce pays est à volo. Et donc, c'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités. Nous avons dit qu'il va falloir aller vers un changement de paradigme. Mais aussi créer les conditions pour que nous changeons de ligne éditoriale. Et nous avons demandé à ce que tous les journalistes de l'AES et les médias de l'AES convergent. Qu'on fasse une convergence éditoriale. Oui, qu'il soit indépendant, qu'il soit public. Je viens de le dire tout à l'heure. On a vu ce que la RTN est en train de faire, au grand plaisir de tous les rénovateurs. On sent la transformation. Il y va de même pour les médias indépendants. Quand on suit un peu, on voit que le narratif a changé. On voit que même dans l'aspect culturel, même dans la présentation, même dans les images, même dans les vidéos, on voit que le Niger est valorisé. On voit une certaine émancipation. C'est cela le travail que nous avons demandé au niveau du réseau de l'AES. Créer les conditions pour valoriser notre culture. Créer les conditions pour déconstruire. Déconstruire les propos visant à nous décourager. Des propos visant à présenter nos entités, notre confédération comme un mauvais départ avec des autorités qui sont en train de s'installer progressivement. Aujourd'hui, on est fiers au Niger qu'on ait une nouvelle république et qu'on a choisi la transformation, qu'on pense que nous-mêmes, nous pouvons avoir notre propre récit, nous pouvons dire des choses qui nous intéressent et qu'on peut valoriser. Et de ce point de vue aussi, le récit, notre progression doivent être faites par les journalistes nous-mêmes. Et donc c'est pour cela, lors de nos assises, nous avons créé les conditions nous avons créé les conditions pour qu'on ait tous les textes qui nous permettent de travailler. Une charte éthique du journaliste de l'AES a été conçue. Et nous avons aussi, comme il l'a dit, échafaudé un plan d'action. Et dedans, un plan d'action qui est bien sérieux. Il l'a dit plus tard. Nous pensons même à genre médias internationaux qui puissent être le symbole de l'émancipation. Vos assises là, est-ce que vous les apparentez aux états généraux de la presse ou... Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la structure des assises, c'était des commissions, commission paix et sécurité, commission juridique, etc., etc. C'est à ce niveau que nous avons pu présenter, en tout cas, ce qui est le cadre, un cadre de plaidoyer de la presse dans son ensemble. Ça, c'est Cap Média. Ça fait un peu notre mouvement associatif professionnel qui est sur place du Niger régional. Mais là, au plan de l'AES, c'est ça que je suis en train de vous dire, on a prôné un changement éditorial. Voilà. Pourquoi, je voulais conclure là-dessus, Adine, pourquoi on parle de changement, de convergence éditoriale? C'est justement sur les questions des récits, sur les narratifs, sur les commentaires, sur les éditoriaux. Oui, nous devions créer les conditions pour faire avancer la machine. Que le journaliste soit celui qui accompagne le progrès de l'AES. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela toute notre bataille. C'est là où nous avons pensé que désormais, il faut mettre le cap. Alors, Moudi, selon vous, comment les mouvements sociaux peuvent-ils contribuer à la lutte contre les narratifs impérialistes? Oui, les mouvements Nous sociaux... avons tellement de mouvements sociaux. Absolument. Ils peuvent jouer un très grand rôle parce que les narratifs, en fait, ça vise justement les populations que nous sommes, parce que c'est avant tout essayer donc par des manières contournées, n'est-ce pas, un peu, si vous voulez, embrouiller la conscience collective. Et ça, je pense que les mouvements sociaux ont une grande responsabilité, tout comme les médias, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le rôle capital joué
notamment par la société civile, dans le cadre de l'accompagnement du processus. Donc on peut dire que ce combat est aussi celui de la société civile. Donc nos dirigeants aussi ont le soutien populaire, en tout cas à tous les niveaux. Alors de ce point de vue, justement, les mouvements sociaux peuvent agir sur, en tout cas, comment on appelle ça, sur les narratifs, notamment en intensifiant, même de leur côté, la vigilance à travers, en tout cas, des séances, des séries de formations qui seront, parce que les mouvements sociaux, il faut les voir. Moi, je vois déjà, en tout cas, des structures organisées de la société civile et tout. Donc, à chaque niveau, il faut mettre en avant la déconstruction de ces narratifs. Et c'est possible. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières. Il y a le fact-checking, Abdoulaye l'a dit, qui te permet de vérifier à la source une information par diverses manières, à travers divers outils. Et je pense que chaque citoyen, c'est à la portée de tous. C'est ça. Quand tu vois une information sur les réseaux sociaux, parce que c'est les citoyens qui sont partout sur les réseaux sociaux, vous voyez, avant de partager, prenez d'abord le soin de vous assurer que cette information que vous comptez envoyer ou partager est une information vraie, qu'elle est saine, elle est vérifiée. N'est-ce pas? Et aussi, ne soyez pas le relais passif de comment on appelle ça, ces vendeurs d'illusions, n'est-ce pas, qui, sur les réseaux sociaux, dès que vous les voyez, à la première ou à la deuxième phrase, vous comprendrez de quel genre, n'est-ce pas, de personnes ou d'individus ou d'acteurs il s'agit. Donc, c'est d'être extrêmement vigilant, de ne pas être les relais, n'est-ce pas, de l'impérialiste, parce que souvent, on les sert sans se rendre compte. On voit une information qui est bien construite, même si elle est truffée de mensonges, quand on voit la beauté du texte, on prend, on plaque et puis on partage. Ça, il faut éviter ça. Au niveau des médias déjà, et je pense que, en tout cas, le travail est en train d'être fait. Et avec ce que nous entendons dérouler comme programme au niveau du réseau, je pense que les capacités seront davantage renforcées. Et Inch'Allah, le discours impérialiste n'aura plus sa place dans nos États sous peu, Inch'Allah. Alors, et pour aller dans le même sens, nous envisageons, il a ébauché un peu le programme, nous allons mettre un dispositif stratégique sur le net. On va mettre une brigade où les confrères une brigade de veille, effectivement, où les confrères vont observer tous ceux qui sont en train d'envoyer ces narratifs-là. On va les déconstruire. On va créer les conditions pour que prochainement, nous-mêmes, nous pouvons faire ce que les autres sont en train de mener contre nous. C'est ça l'enjeu. Autre chose que j'ai voulu ajouter. Oui, rapidement alors, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Allons-y. Quel est le potentiel alors, de la collaboration internationale pour combattre les narratifs impérialistes, notamment dans le cadre de l'AES? Abdoulaye. Oui. Et c'est ce que je disais. Vous l'avez évoqué tantôt, hein? Oui. Ce qu'il faut actuellement, c'est ce que nous sommes en train de matérialiser. C'est de créer les conditions pour que nous puissions avoir, puisque vous voyez avant tout que vise le narratif, c'est une certaine influence sur la scène, j'allais dire, sur la géopolitique internationale. C'est de créer les conditions pour montrer qu'il y en a qui sont supérieurs et il y en a d'autres qui sont illégitimes et qui ne peuvent pas faire le travail. Notre objectif, c'est de ramener ce rapport, c'est d'équilibrer ce rapport de force. C'est de créer les conditions pour qu'on puisse parler à nos États comme des entités entières, on puisse parler de notre confédération comme un bloc de pays souverains qui ont l'intention de faire avancer leur peuple, qui ont l'intention de faire émanciper leur peuple. C'est pour cela que nous avons dit que nous allons travailler par thématique. Et surtout, tout à l'heure, on est en train de parler, comment on appelle ça, du fact-checking. Vous voyez, aujourd'hui, quand quand vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est cette vitesse de partager les informations qui inquiètent. C'est ce qu'on appelle la mésinformation. Aujourd'hui, on est parti un peu plus loin. Au-delà des informations qu'on voit, le triturage de l'information et lui donner un autre contenu, aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on appelle le deepfake. Le deepfake,
c'est la profondeur du mensonge. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut monter énormément de choses. On peut même l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on peut même nous montrer en train de faire un débat qui est fou. Donc, c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut une brigade de veille. Il faut créer les conditions pour que les journalistes répondent coup pour coup. Si vous insultez l'AES, nous-mêmes, on va se donner les moyens de mettre à mal la CEDEAO. Pour déconstruire, hein? Oui, on va déconstruire. Ouais. Si vous insultez les présidents de l'AES, on va également insulter les présidents de la CEDEAO. Donc, autrement, nous sommes prêts. Nous avons, comment on appelle, on a un plan d'action où nos activités sont listées une à une au bout d'une année. Et entre autres, nous avons dit qu'il y a un programme que nous allons mettre en œuvre pour créer les conditions pour que de partout, les confrères puissent résister. De partout, les confrères puissent produire. Toutes les radios, toutes les télévisions, y compris les activistes et les influenceurs. Nous avons dit qu'il faut une formation pour que les gens puissent eux-mêmes déconstruire, pour que les gens eux-mêmes puissent vérifier l'information avant de la partager. On aura gagné. On aura gagné. Alors, Moudi, selon vous, quel est le potentiel là, donc, de collaboration, par exemple au sein de l'AIS, pour combattre le narratif? Oui, ça, pour terminer. Placé pour répondre à cette question, étant le président du réseau des journalistes de l'Alliance des États du Sahel. Déjà au niveau de notre réseau, qui est un cadre fédérateur de l'ensemble de la presse, en tout cas au niveau confédéral, il y a un travail, comme je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire, qui a été fait à l'occasion du symposium de Niamey, tenu ici même l'an passé, où il a été clairement, en tout cas, établi ce plan d'action, où la charte aussi du journaliste, la charte éthique du journaliste aussi a donc été élaborée et validée. Et tout ce qui nous restait, c'est donc la vulgarisation. Mais déjà aussi, nous sommes avec les confrères en contact permanent à travers notamment des plateformes numériques que nous avions mises en place et à travers lesquelles on se partage les informations. Par exemple, quand je vois une information qui provient du Mali ou du Burkina, au Niger, j'ai des moyens de vérifier comme la véracité de l'information. Mais quand elle me provient du Mali ou du Burkina, j'ai la possibilité à travers la plateforme, tout de suite et maintenant, de vérifier et d'avoir, n'est-ce pas, la certitude par rapport à l'information. Donc vraiment, il y a tout ce cadre-là qui a été fait. Mais, je le dis, et je ne cesserai de le dire, le seul hic, le petit couac, ici, c'est encore le manque d'accompagnement conséquent jusque-là, en tout cas, que nous n'avons pas de la part de nos États respectifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives que nous avions en vue, que nous voudrions bien préparer dans l'intérêt de l'AES, dans l'intérêt justement de la communication au sein de l'AES. Mais faute de moyens, on est limité. Souvent, on regarde les choses passer, alors que bon, on pouvait agir et puis bien agir. Mais vous ne baissez pas les bras. Inch'Allah, les bras ne les baissera pas. C'est un engagement citoyen qu'on s'est donné en tant que journaliste. Et Inch'Allah, on créera toutes les conditions pour aller jusqu'au bout et remporter cette guerre médiatique. On y parviendra. Inch'Allah. Merci Moudi, merci Abdullahi pour votre disponibilité. Merci. Alors, pour terminer, je vais vous citer. La plume est une arme. Oui. Le micro est un front. Le journal est un champ de bataille. Alors, journaliste du Sahel, journaliste de souveraineté, la patrie vous appelle et la refondation vous attend. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Merci de nous suivre chez vous. Bonsoir. Merci.